Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo du débriefing et oui du WWE SummerSlam 2022. Et oui, il y a eu un pay-per-view, donc c'était pas le dimanche comme il veut la tradition, c'était tout simplement le samedi. Et le samedi, eh bien comme vous le savez, c'est Panzani. Mais plus important, eh bien c'était le premier pay-per-view géré par Triple H. Donc on va essayer de savoir justement si la patte Vince est toujours présent, si on arrive toujours à imaginer si l'ombre de Vince est toujours présent, ou est-ce que Triple H a entre guillemets commencé à mettre ses premières banderilles. D'ailleurs, il avait précisé dans une interview, lors d'une interview télévisuelle justement, où il avait expliqué concrètement qu'il n'était pas le seul décideur à la WWE, mais tout simplement une équipe. Donc la question est de savoir, c'est est-ce que c'est une bonne team, une mauvaise team. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va regarder tout ça en long, en large et en travers. Et donc, dans ce pay-per-view, nous avons eu tout d'abord, bien évidemment, les deux matchs féminins pour le titre qui ont été présents. Nous avons également un match avec les Judgment Day. Pat McAfee était en action, Logan Paul a affronté le Miz, Bobby Lashley avait un match contre le titre des États-Unis, et enfin, eh bien, les Usos bien sûr faisaient face aux Street Profits, et enfin, Last Man Standing Match pour le Unified Universal Champion où Roman Reigns faisait face à Brock Lesnar. C'était dans le main event et on en parlera bien évidemment très posément. Allez, c'est parti donc, on va commencer avec le premier match de la soirée. C'était un match extrêmement intéressant puisque c'était pour le WWE Raw Women Championship. C'était Bianca Belair qui faisait face à Becky Lynch. C'est le match d'ailleurs qui a eu le plus d'enseignements concrètement parce qu'il y a eu des retours, il y a eu notamment un face turn de la part de Becky Lynch et concrètement beaucoup de choses se sont passées. On va s'intéresser d'abord au niveau du match. Au niveau du match, clairement c'était un excellent match entre les deux jeunes femmes, il y avait vraiment de très très bons spots entre les deux, clairement. Moi j'ai vraiment adoré ce match, j'ai trouvé que les deux lutteuses d'ailleurs savaient se marier comme il fallait, il y avait vraiment d'un côté suspense, de folie concrètement au sein de la Becky Lynch Connection. Donc clairement, voilà, ça fait oublier un petit peu le match décevant de l'année dernière où clairement on a tous été surpris de voir ce qui allait se passer. D'ailleurs, ça avait pas mal fait parler, mais moi j'avais pas du tout apprécié ce qui s'était passé. Ça a mieux d'ailleurs géré que le WrestleMania, hein. J'ai trouvé d'ailleurs que WrestleMania avait été moins intense que ce qui s'est passé du côté du SummerSlam. Donc voilà, le bilan est très réussi. Et après le match, eh bien, il y a eu deux faits qui ont eu lieu lors de cet événement. On a eu le premier fait, c'est Becky Lynch qui vient pour saluer son adversaire concrètement. Donc là, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est déjà arrivé, hein, clairement que ça arrive. Vous avez vu notamment, par exemple, Seth Rollins qui s'est fait serrer la main de la part de Drew McIntyre, par exemple, notamment. Mais pour ce qui s'agit de ce match, on voit notamment Becky Lynch qui arrive devant Bianca Belair et on voit Bianca qui veut lui serrer la main. Bianca est assez méfiante, hein, clairement. Elle se dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que bah, tu vas pas me faire un coup de Trafalgar comme l'année dernière? D'ailleurs, ça fait référence notamment à la boucle est bouclée, puisque bah, c'était la fameuse serrage de main qui avait entraîné la défaite de Bianca. Bah, là, on refait cette technique-là. Et là, il y a un câlin qui se crée dessus. Et là, à ce moment-là, bon, le match se termine. Alors, on comprend que Becky. Alors, c'est surprenant d'ailleurs, hein, parce que Becky, qui a été extrêmement heal durant l'année, se retrouve à être dans cette situation extrêmement agressive, extrêmement si. Et là, tu te dis, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Et là, au moment où Becky s'en va, donc là, on se dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, ça a été le deuxième match le plus long de la WWE, hein, pour information. Et là, à ce moment-là, Bianca commence à célébrer. Et là, on a le thème d'entrée de Bayley qui apparaît. Et là, Bayley, elle arrive d'abord toute seule. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est la surprise. Alors, c'était pas vraiment une réelle surprise, puisque bah, de nombreuses semaines, on n'arrêtait pas d'annoncer le retour de Bayley dans cette situation. Bayley qui rappelle d'ailleurs qu'elle a un match toujours en prévu, hein, puisque l'année dernière, elle s'était blessée avant le Money in the Bank. Et à ce moment-là, on voit le retour également de Yoshirai, donc Yoshirai qui avait disparu de NXT après son match, je crois, contre NXT War Games. Et à ce moment-là, ou ça c'était un Fatal 5-Way, je sais plus. Et à ce moment-là, on voit le retour également de Dakota Kai, qui avait été, d'ailleurs, elle, c'est plus surprenant, puisqu'elle avait été littéralement renvoyée de la WWE. Donc c'est clairement une énorme surprise de voir ce trio apparaître. A priori, un clan se crée à ce moment-là.
Et là, bah, on se dit, ben voilà, Bianca se retrouve à 3 contre 1. C'est une surprise déjà. Et à ce moment précis, on a tout simplement Becky qui arrive et qui semble prêter main forte à Bianca dans cette situation. Alors, au niveau de... On va commencer tout de suite par le face turn de Becky. Bah, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Je pense que Becky a fait son heel turn, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Le public a quand même été acquis à sa cause, clairement, parce que, enfin, acquis à sa cause. L'avait sifflé tel qu'elle voulait. Elle a su aussi faire un bon heel, clairement. Mais on sentait que le personnage euh, commençait à tirer un peu. On sentait que c'était compliqué. Donc ils se sont peut-être dit, on va lui faire un face turn. Ça va lui permettre notamment de donner. De plus, le retour de Bailey fait que tu rajoutes encore une heal dans cette situation. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Clairement, ça commence à faire beaucoup. Et je me dis, il vaut peut-être mieux laisser le rôle de Bailey en tant que heal, celle qui se débrouille très bien. Becky sait faire une bonne face. Donc clairement, ils ont préféré mettre Becky en face. C'est un choix, mais je trouve que le choix est quand même une bonne idée par rapport à ça. Voilà. Donc ensuite on a eu donc après bon pour le retour de Bailey, Yoshirai et Dakota Kai, eh bien tout simplement c'était une bonne chose, voilà, c'était une sacrée surprise, voilà, clairement. Moi j'ai franchement je m'y attendais pas du tout de voir Yo et Dakota apparaître, voilà, concrètement. Moi je trouvais que c'était une bonne chose et bravo à elle, franchement, bravo à la WWE de savoir encore nous faire de belles surprises. Voilà, le retour de Bailey était quand même vachement bien teasé. Et ben, ils ont réussi à nous surprendre, pardon, avec notamment l'arrivée de Dakota. Et notamment la Dakota, franchement, c'est une énorme surprise. Donc voilà, bonne idée. Et en plus de ça, comme quoi, bah, ça confirme surtout une chose, c'est que les renvoyés de la WWE ne sont pas forcément renvoyés définitivement. On l'a vu avec Dakota, elle était supposée ne pas revenir, et ben elle est revenue. Après, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'elle revient parce qu'il y avait un contrat qui avait été signé par Vince, ou est-ce qu'elle revient parce qu'il y a Hunter? Elle revient en tant que Dakota Kai déjà. Je pense que Triple H doit être dans l'histoire. Après la question, Yoshirai qui revient au même moment. On pensait que Yo allait tout simplement finir son contrat et repartir au Japon. À voir en tout cas, c'est prometteur et c'est très intéressant au vu de ce qui pourrait arriver. Surtout que c'est une bonne idée aussi d'ailleurs, ça il faut le dire, d'avoir mis Dakota Kai et Yoshirai dans le même panier avec Bailey. Comme ça, Bailey va pouvoir les adouber, elles vont être protégées. Et Yo, qui a souvent souffert, bah, à son côté japonais, etc., elle est très impressionnante, mais on peut pas dire que, voilà, on préfère, voilà, elle se mettra un petit peu en retrait et elle fera son apogée au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, vraiment belle stratégie de la WWE. On en reparlera d'ailleurs peut-être dans la semaine, puisque j'imagine qu'ils vont être là à Raw ou à SmackDown, pour ainsi dire. Donc après cela, on a eu Logan Paul qui faisait face aux Miz. Alors, match d'ailleurs qui a été le troisième match le plus long de la soirée. Voilà, donc ils ont mis en avant Logan. Euh, on va dire que le match était bien. Était bien, franchement, moi j'ai trouvé que le deuxième match était bien. Logan a pris des risques, on le voit notamment avec ce saut de la troisième corde, ce splash de la troisième corde, concrètement. Moi j'ai vraiment trouvé ça sympa. Il a tenté quelques prises un peu lutte indépendant, on a vu un peu de technique, où il a essayé quelques petites choses. On a vu qu'il a bossé. Voilà, il a bossé. J'ai trouvé notamment qu'il a été peut-être moins spectaculaire qu'à WrestleMania, mais j'imagine que voilà, il a surtout voulu prouver au WWE Universe qu'il était il était capable de faire de jolis plongeons, de faire de jolis sauts, d'être propre. Surtout ça, c'était le plus important. C'était pas de botcher. Il voulait surtout être propre. On a vu chaque prise qu'il a exécutée, elles étaient propres. D'ailleurs, on le voit, le saut, il prend bien son temps avant de faire son saut. C'était vrai. D'ailleurs, quand tu vois Pat McAfee qui va arriver dans 2 matchs, bah, tu te rends compte que Logan Paul, il a pris son temps, il a bien travaillé. D'ailleurs, il a toujours été très élogieux envers la WWE, ou plutôt le catch en lui-même, en expliquant voilà, que le catch c'est un sport très difficile. Donc voilà, c'était vraiment très sympa et j'ai trouvé que Logan a fait son boulot. Voilà, très clairement, il a fait son boulot. L'arrivée d'AJ Styles avec Ciampa qui veut pas sortir. D'ailleurs, Ciampa, ça me fait mal au cœur de le voir avec le Miz. Pareil, hein, ça peut se comprendre. Le gars, il faut le laisser
on va dire, grandir au fur et à mesure, surtout quand Triple H maintenant est là. Ciampa maintenant va tranquillement progresser, puisque on sait tous que l'amour que porte Ciampa à Triple H. Donc ça va être une super relation et ça va être cool. Mais en tout cas voilà, donc Logan Paul, super match. Franchement, on peut vraiment être apprécié par rapport à ça. Après cela, on a eu Bobby Lashley qui a donc battu Theory. Match très court d'ailleurs, l'un des matchs les plus courts avec Liv Morgan. Voilà, franchement, on a eu les deux matchs, c'était vraiment court et je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, clairement, moi je m'attendais pas du tout à ça. Alors, Bobby Lashley un petit peu, par contre Liv Morgan non, mais en tout cas Bobby Lashley qui bat Theory. Après je me suis dit voilà, il y a eu deux matchs assez intensifs, ils se sont peut-être dit on va faire un troisième match un peu plus à la cool. On a vu notamment que Bobby Lashley, à part le début de match, a été relativement dominant. Voilà, il a dominé le match, il a vraiment fait le job. Et je me suis même dit après, alors clairement, ça, je vais pas spoiler la suite du pay-per-view, mais concrètement, moi j'ai trouvé que Bobby Lashley, Theory avait l'air de s'économiser. À quoi, pourquoi, justement, on va y revenir dans le main event. Mais concrètement, je vous spoil un peu là en disant ça, mais concrètement, Bobby Lashley, j'ai trouvé qu'il avait fait une belle après la prestation, je la trouve assez anecdotique, dans le sens où c'était un match très court, sans grand force. En toute façon, Bobby Lashley allait gagner ce match pour ainsi dire. Il n'y a pas eu de gros spots, il n'y a pas eu de gros moments. Je l'ai plus vu comme un match de transition, pour ainsi dire. C'est pour ça que je suis pas très critique par rapport à ça. Quatrième match avec donc les Los Mysterios qui ont battu les Judgment Day. D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur les Judgment Day qui alignent défaite sur défaite depuis que Edge est parti. J'ai comme la nette impression que Edge était un peu celui qui faisait le leader un peu. Là, il est parti. On a le sentiment, alors ça c'est une défaite cachée, dans le sens où Edge intervient, donc cause la défaite des Judgment Day. Par contre, si j'ai été indulgent pour le match entre Lashley et Theory, par contre, le match entre les Mysterios et les Judgment Day, par contre, là, je vais tirer au fusil à pompe. Je vais tirer au fusil à pompe parce que tout ce match, tout ce foin-foin qui ont été faits, je vais quand même envie de dire une chose, c'est qu'on a eu des matchs plus intéressants en weekly entre les deux équipes que ce qui s'est passé hier soir au SummerSlam. Au SummerSlam, on a eu un pauvre match tag team classique à la con qui n'a eu aucun intérêt. Et en plus de ça, tu crées un match sans disqualification. Je précise, je vais quand même vous lire, parce que les gens vont peut-être me dire ouais, un no disqualification match, c'est un match où les catcheurs ne peuvent pas être disqualifiés. L'usage des armes est donc permis, ainsi que d'autres interventions d'autres personnes. Bon là ça a été respecté. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur, ce qui différencie un no disqualification match à un match hardcore et que le tombé doit être effectué obligatoirement sur le ring. Ah bon, ok, si tu le dis. On parle de Sheamus contre Randy Orton, Triple H contre l'Undertaker, on peut en parler bien d'autres pour ainsi dire, WrestleMania, Triple H contre Brock Lesnar où la carrière de Triple H était en jeu, etc. C'est la page wiki pour ceux qui ne le sauraient pas. Si en termes de, bien évidemment, de choix, Edge est intervenu, il avait le droit d'intervenir. D'ailleurs, ça me fait rigoler quand certains disent ouais, Roman Reigns il a triché. Vous avez pas entendu quand Edge il est venu? Quand Pat McAfee met un low blow, désolé du spoil, à Happy Corbin, quand Edge intervient et cause la défaite des Judgment Day, ça par contre, non, c'est autorisé ça. Ça s'appelle de l'hypocrisie, monsieur, hein, ou de la mauvaise foi, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, en tout cas, le match entre les Mysterios, pour moi, j'ai trouvé ça mauvais. Franchement, le match était pas ouf déjà de base. Ils ont pris 2 chaises pour dire « Oh, vas-y, on va faire un match dans disqualification ». Moi, je m'attendais réellement qu'à la limite, lâchez les chevaux, les gars. Lâchez les chevaux, de toute façon, Edge va apparaître. Lâchez les chevaux. Et je me suis même... Vous savez, je vais vous rappeler, je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit à Raw. J'ai dit à Raw, pour information, j'ai dit... voilà, ça va être un peu comme ça. J'ai dit à Raw, attention, les gars, vous allez voir, ils vont tout lâcher pour Roman Reigns contre Brock Lesnar. Et pour ce qui s'agit de ce match-là, ils vont juste dire bah écoute mon gars, on va faire comme si de rien n'était. Bah ça s'est pas loupé en fait. Ça a pas loupé parce que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit
ouais, en fait. T'as Rhea Ripley qui est là. On sait pas trop pourquoi elle est là. Elle intervient sans plus. À la limite, j'aurais préféré qu'Aléa se pointe et lui fasse la misère, entre guillemets. Ça aurait pu être un peu cohérent. Une petite tarte dans la gueule, ou je sais pas, ou quelque chose. Bah non. Bah non, il n'y a rien eu de ça. Le match en disqualification est une blague, clairement. C'est une arnaque. Parce que, excusez-moi, hein, tu mets un match classique, tu fais pareil qu'un Raw Show Weekly, tu fais apparaître Edge, je sais pas, tu fais apparaître Edge, l'arbitre disqualifie. Ah mais non, mais tu peux pas, parce que Pat McAfee et Happy Corbin l'a fait. Donc tu peux pas non plus. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce match sans grand intérêt, pour ainsi dire. Bon, la suite, hein, vous l'attendez la suite. La suite, c'est bien évidemment ce petit moment assez fleuri où Happy Corbin se prend un low blow, un shero shot, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une banderole de couilles dans la gueule qui a été faite pour ce cher Happy Corbin. Oui, je sais, j'ai de la luminosité derrière moi. Hein, vous voyez, je fais ça. Ça marche un peu mieux, mais on va dire que si je fais ça, forcément, j'ai une lumière très impressionnante derrière. Je peux essayer, vous voyez, par exemple, il y a une technique qui marche, c'est que si je fais ça, en fait, ma grosse tête fait que je peux pas. Mais le problème, c'est comme le micro est ici, c'est un peu la galère. Donc, je vais vous avouer que bah, forcément, je suis obligé de me rapprocher. Donc, c'est un peu la galère pour ainsi dire. Voilà. Donc, on fait un petit peu comme ça. On fait comme on peut. Hein. De toute façon, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben voilà. Donc, comme je dis, on prend d'un côté, on a l'impression que je suis un peu le seigneur du dieu qui descend avec la lumière de l'archange. Ouais, vous êtes pas. Ouais, bon, je suis pas cohérent. Bon, bref, on va passer à Pat McAfee contre Happy Corbin. Je parlais notamment de Logan Paul et j'avais dit voilà, Logan Paul, franchement, il avait été intéressant, vous voyez. Et ben, Pat McAfee m'a bien déçu. Hein. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait à WrestleMania, je me suis dit pas mal. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait contre Adam Cole, j'ai fait waouh. Et ben, Pat McAfee, quand j'ai vu ce qu'il avait fait au SummerSlam, j'ai fait ah. En fait, ton style, c'est de donner des coups et puis c'est passé. À un moment donné, je crois qu'il se fait sauter de la troisième corde pour faire un splash. Il met 25 ans à y aller. Il est pas à l'aise sur les cordes. À un moment donné, c'était même. Mais d'ailleurs, je me suis même dit, putain, il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Alors après, bien évidemment, certains me diront, oui, mais bon, il a pris des risques. Très bien. Le low blow. Bon, ça réponse à ce qui s'est passé à SmackDown. Mais je pense que, sans être méchant, hein, je pense que Pat McAfee doit arrêter d'être sur un ring de catch si c'est pour faire un match tous les 6 mois. Je pense qu'il doit simplement être là. S'il veut commenter, il commente. Il commente plutôt bien d'ailleurs. Mais aux dernières nouvelles, il ne doit pas commenter et après se dire ah, mais moi j'ai un contrat de superstar de la WWE. Allez, je vais aller l'affronter. Non, c'est pas terrible et honnêtement, c'était pas une super idée pour ainsi dire. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui en ressort finalement de cette période, c'est qu'on a passé, on va dire, avec les entrées, les machins, etc. On a quand même passé, alors sans les entrées, vous avez à peu près 25 minutes, donc vous augmentez à peu près. On a passé quand même 35 à 40 minutes à bien se faire chier là quand même. Bon, avec Bobby Lashley contre Theory, tu te disais, bon, ça va, ça n'a pas duré longtemps. Les entrées ont été aussi longues, tu te dis, bon, pourquoi pas. Bon, le Lost Mysterious contre les Judgment Day, je vais être honnête avec vous, il vaut pas 11 minutes. Hein, tu inversais entre guillemets. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que Pat McAfee contre Happy Corbin est quand même le 5e match le plus long du show. Là, tu te dis, why? Why? Pourquoi? Oui, c'est dire pourquoi. Pourquoi vous avez fait un match aussi long? Honnêtement, c'était vraiment pas ouf. Et j'ai trouvé ça un petit peu de. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous parlerai de Happy Corbin. Parce que. Oh, plutôt de Baron Corbin aussi. Parce que. Faudra peut-être faire un bilan de sa carrière. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est là. Il va falloir qu'on en discute de ce jeune homme. Parce que ce jeune homme. Bah, à un moment donné, il semblait promettre à des grands espoirs. Le mec a été GM intérim, Mr. Money in the Bank, champion des États-Unis, King of the Ring. Il a récupéré tous les titres, entre guillemets, qui étaient les titres, je vais dire, intérimaires, si vous voulez. Mais à chaque fois, il a changé de gimmick. Il a changé de gimmick 3 fois. Même si ça, il a changé, il a fait King Corbin, il a fait Baron Corbin, il a fait Happy Corbin. Et t'as l'impression, d'ailleurs, c'est celui d'ailleurs pour information qui a causé la dernière défaite à la WWE de Roman Reigns.
C'est-à-dire qu'en pay-per-view, c'est celui qui l'a fait. Et pourtant, on est en 2022, ça fait 3 ans, pour vous dire la vérité, ça fait presque, allez on va être gentil, ça fait presque 3 ans qu'il n'a pas le gagné. Enfin, à 2 ans, entre guillemets, ouais, 2 ans de droit. En solo, en tout cas, ça fait 3 ans. N'est-il pas un problème? Bon, on en parlera peut-être cette semaine si j'ai le temps. Bon, on va passer à la suite. On va passer à la suite avec donc les Usos. Alors, je me suis dit à un moment donné, vous savez, moi, à un moment donné, vous savez comment je suis. Ah oui, on va parler de Drew McIntyre et de Seth Rollins, qui étaient là. Oui, je me gratte, j'ai gratte, ça arrive. Donc, Seth Rollins qui a donc curstompé Riddle. Alors, pour Drew McIntyre, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'était relativement anecdotique. Moi, je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on vous a expliqué, on nous a dit que Riddle ne pourrait pas lutter parce que, eh bien, il a pris le stomp de Seth Rollins. Ok, information retenue, capital D, tout D, ok, etc. Il se passe que malgré tout, tu as Riddle qui arrive et qui dit, moi je veux affronter Seth Rollins, etc., etc. Et là, Seth Rollins il arrive, il se tape sur la tronche et au final c'est Seth Rollins qui gagne. Moi, j'aurais voulu préférer que Seth Rollins vienne à la limite ce soir, qu'il fasse un speech violent en disant voilà, bah écoutez, moi, à un moment donné, moi je vois le Riddle, je vois ce qu'il est, je vois machin, et qu'à la limite, tu lui parles mal, tu parles mal. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un. Je sais pas. Si t'étais pour faire ça, autant regarder le match. Hein. Autant garder le match. Franchement, c'était pas utile, c'était pas intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit. À quoi ça a servi? Tu vois le moment où tu lui mets le Curse Stomp au SummerSlam, à la limite, tu le SummerSlam, à Raw, bah à ce moment-là, tu t'arrêtes, point final, fini. Tu vends la blessure. Et à la limite, Seth Rollins, il aurait affronté Ezekiel. Il aurait affronté Ezekiel. Et surtout que Triple H nous fait un teasing. Vous voyez quand même, vous dites que Triple H, c'est quand même compliqué quelquefois. Il nous fait un teasing hallucinant, Triple H. Il nous fait. Parce que t'as Seth Rollins qui fait. Oui, alors, moi j'aimerais bien un combat, machin. Et là, à ce moment-là, t'as Triple H qui fait. J'ai compris, j'entends. Mais putain, mais si c'est pour faire ça, autant nous donner le match. Donne-nous un match. À la limite, moi j'aurais préféré qu'il nous donne un match. Ça aurait suffi, ça m'aurait pas fait chier, ça aurait plu. En plus, voilà, en plus, il n'y avait rien à. Qu'est-ce que t'as à rajouter de ça, en fait? Franchement, quand tu vois ça, tu te dis, ok. Et après? Bon, bref. Donc juste après, nous avons eu, donc comme je l'ai dit, alors je sais plus si ce truc-là a eu, je crois que ça a eu avant Liv Morgan, donc je me suis peut-être trompé. Hein. Bon, bref. On a eu les Street Profits qui ont donc affronté donc les Usos, donc ils n'ont pas réussi à remporter le titre, avec Jeff Jarrett. Alors j'ai un énorme bémol dans ce match, c'est que à quoi a servi Jeff Jarrett? À quoi a servi Jeff Jarrett? Alors je sais pourquoi il a servi, parce que comme ça à Nashville ils sont contents, ils ont Jeff Jarrett, c'est le régional de l'étape avec Bianca Belair d'ailleurs, puisqu'après Bianca Belair, à tout ainsi dire, c'est cool. Mais à quoi a servi Jeff Jarrett? Il a été clean de chez clean. J'ai jamais vu un mec, le mec il était clean. Ça a été the clean day lui. Quand tu vois le mec, il a fait tous les tombés propres. Il n'y a même pas eu un moment donné, tu t'es dit, ouais, peut-être les Usos, ils vont peut-être un peu contester ce qu'il fait. Non, c'est même Montez-Ford qui s'énerve contre lui. Le Montez-Ford qui n'a rien à voir dans l'histoire, qui s'est pas pris un super kick, qui a pas envoyé un super kick, pour ainsi dire, lui, il est en mode. Ok. Pourquoi? À la limite, à ce moment-là, tu as Montez-Ford qui, aux dernières nouvelles, moi, ça aurait dû être Jimmy et Jay. Tu nous teases à un moment donné le fait que il y a peut-être un petit moment où Jimmy et Jay a un peu berdé dans l'histoire. Et pour ainsi dire, pourquoi pas? Le mec, il veut faire un tombé, il hésite un peu, il se dit, ouais, putain. Même d'ailleurs, même tease-nous un super kick. Le mec, tu vois, il veut mettre un super kick, il se loupe, t'as Jeff Jarrett qui est comme ça. Et là, tu te dis, oh putain, merde. Et là, moi, j'aurais été là, j'aurais dit, bah voilà. Et là, il aurait fait, désolé, pauvre petite war-up. Et tu vois, Jeff Jarrett, il comptait un peu vite. Voilà, là, il a fait tous les tombés bien. À quoi a servi Jeff Jarrett? Si tu veux, mais encore une fois, ok, tu veux faire un régional de l'étape, super, génial. Alors, tu fais quoi?
Quand ça sera Stone Cold Steve, quand ça sera le Texas, tu mettras Stone Cold Steve. Ah oui, pardon, ça a déjà été fait. C'est-à-dire quoi? Si c'était le match à chaussettes, t'aurais pris John Cena? John Cena arbitre entre les deux? Non, c'est. Ouh. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, moi, le début du match m'a fait un peu peur. Malgré tout, le match est bien. Voilà, le début m'a fait un peu peur, comme je l'ai dit. Après, le problème, c'est que voilà, c'était dommage d'avoir utilisé un mec. On aurait mis un arbitre bidon, ça aurait été pareil. En tout cas, les deux équipes ont fait un gros match. La victoire revient aux Usos. Bon, là, clairement, les Usos, bah, ils vont rester champions jusqu'à que leur cousin soit champion. Donc ça veut dire que ça va durer très longtemps. D'ailleurs, Roman Reigns, on en reparlera parce que Roman Reigns, ça va faire 2 ans qu'il est champion là. Et je sens que ça va durer très longtemps parce que là, on est parti pour avoir littéralement la 2e année de titre. Il va falloir quand même y réfléchir. Parce que le mec, là, il a Clash of Castle, il gagnera. Parce que je vois. Alors, il peut perdre parce que c'est l'Empire britannique. Mais au DR Nouvelle, j'y crois pas une seconde. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était pas ouf. Voilà. Ensuite, on a eu Liv Morgan qui a donc battu Ronda Rousey. Alors, ça a été une énorme controverse. Parce qu'en fait, je vous explique. Liv Morgan se prend une prise de soumission. Alors, elle se prend la prise de soumission dans tous les sens. La Liv, elle a été retournée dans tous les sens. Dans le respect, bien évidemment. Et à ce moment-là, en fait, au moment où elle va exécuter, il se passe que l'arbitre, à ce moment-là, fait un tombé et décide de faire le tombé, valide le tombé de Liv. Et on a Liv Morgan qui donc reste championne. Liv Morgan à ce moment-là est retournée, l'arbitre dit non mais c'est pas bien, c'est pas bien. Et Ronda Rousey à ce moment-là le prend et lui fait un armbar et finalement un Jujigatame, tout ce que tu veux pour ainsi dire, et finit l'histoire. Déjà le match est très court. Je me suis même demandé si c'était pas une raison à ça. J'ai jamais vu un... Bah, franchement, moi qui m'attendais à un match relativement... C'est quand même le WWE Women's SmackDown Women's Championship. Entre Bianca Belair et Becky Lynch et Liv Morgan Ronda Rousey, je me suis quand même dit, vous allez quand même être sympa, mettre 8-9 minutes. Non, les mecs, il a fait 4 minutes 35. Alors certes, l'après-match est long. Ça, il faut pas leur enlever. Mais au D1 Nouvelle, voilà. Maintenant, la victoire de Liv exécute tout simplement... Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 enseignements dans ce match. Après, je dirai ce que j'en pense. La première, c'est que Ronda Rousey va pas rester impunie au vu de ce qui s'est passé au SummerSlam. Il y a 2 possibilités. Soit Ronda Rousey est suspendue. Il y a un message qui apparaît qui dit voilà, ensuite aux avertissements de ce qui s'est passé, Ronda Rousey est suspendue à titre compensatoire, etc., etc. Ce qui pourrait se passer. Alors, les gens qui sont à la production. Ah, c'est Pete Williams qui était pour le match. Ok. Et donc, comme je disais, on a donc eu... donc, voilà. Et donc, on va considérer, voilà. Ce qui veut dire, concrètement, c'est que on ne veut pas mettre Ronda Rousey en plus faible. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fait le tombé en même temps, etc. C'était pour un petit peu cacher le truc. Mais ça veut dire tout simplement que ça exécute le retour de Charlotte Flair. Voilà, ça exécute le retour de Charlotte Flair. Alors, il y a deux possibilités. Soit Ronda Rousey, concrètement, revient à SmackDown, parce que je pense qu'on ne laissera passer comme ça. On va amplifier le truc de manière à ce que Ronda Rousey soit violemment suspendue. Ça pourrait être la première chose. La deuxième chose, c'est soit elle fait son heel turn, là, qui a été peu amorcé, et donc elle fait très mal à Liv Morgan. Donc là, elle se fait... Voilà, d'ailleurs, elle s'en est pris un arbitre. Mais moi, après, elle s'en est pris un arbitre. À partir du moment où tu t'en prends un arbitre, tu dois réagir. Adam Pearce doit réagir. Là, c'est vrai que c'était sur le coup, etc. On verra sans doute ce qui se passait. Pour l'instant, il n'y a pas d'intervention. Par contre, pour ce qui s'agit de Liv Morgan, moi, je sens le retour de Charlotte Flair. Elle est mariée, ça y est. Andrade l'idolo sera là d'ailleurs demain. Alors j'imagine, d'ailleurs sera là demain lors du dernier match de Ric Flair. Je vais essayer de trouver ce match pour en parler quand même, parce que c'est assez étonnant d'avoir fait ça. Bon. Après, tout est relatif, hein, mais j'ai envie d'aller voir ce qui c'est. Bah, après, est-ce que je suis capable de trouver le match? C'est vrai que c'est un pay-per-view. Bon, je vais essayer de voir si je peux vous le trouver. Mais concrètement, Ronda, surtout que ça se trouve, ça va être un match où le mec, il a pas lutté depuis 10 ans, à un moment donné, ça me fait un peu peur. Bon, bref. Pour Ronda Rousey, moi, je vois bien le retour de Charlotte Flair, genre à SmackDown, qui s'en prendrait littéralement,
qui s'en prendrait. Voilà. Le truc, c'est que Ronda Rousey, en y pensant, là, maintenant on y réfléchit. Pardon. Moi, je me dis que Ronda ne pourrait sans doute pas s'en aller. T'as Clash of the Castle qui arrive. Clash of the Castle, à la limite, mais les trois. Après, Charlotte en heel, Ronda en heel. La solution, moi, je pense, qui pourrait être faite et qui pourrait être la plus intéressante dans cette situation, ce serait que Ronda fasse Twinners. C'est-à-dire que on a Charlotte Flair qui est heel 100%, Liv qui est face à 100%, et t'as Ronda qui est entre les deux, qui est un peu badass, un peu ce qu'elle avait fait notamment à SmackDown, c'était très bien ce qu'elle avait fait, l'exécution était mal faite par les officiels, mais concrètement, Ronda, moi je vois bien les trucs comme ça. Après, attention, il y a Natalia qui a commencé à râler, il y a notamment, comment elle s'appelle, Sonia Deville qui a essayé de râler aussi. On va voir comment les choses se passent. Je serais pas étonné qu'il y ait des retours, notamment à SmackDown, parce que s'il n'y a rien, c'est un scandale, voilà, clairement. Mais bon, après le match, alors pour revenir maintenant au match, c'était très court. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait très court, mais ça, enfin, d'un côté, ça veut dire surtout quelque chose, je n'y pensant. Ça veut dire que Liv Morgan n'est pas une championne crédible. Quand tu mets Bianca Belair et que tu alignes 15 minutes, et l'autre côté, Liv Morgan, tu en alignes 4 minutes 30, à titre d'exécution, est-ce que je peux vous trouver? Pour vous donner un ordre d'idée, Natalia contre Ronda Rousey, ça a duré 12 minutes 30. 12 minutes 30. Et si je vais du côté de Hell in a Cell, vous constatez donc que Bianca... Ah, Ronda n'a pas affronté. Ok. C'est WrestleMania Backlash, voilà. WrestleMania, ça dure... Bon, c'était Charlotte Flair. Ça a duré 16 minutes. Comment tu passes de 12 minutes 30... Comment t'expliques que tu passes de 12 minutes 30 à 4 minutes 35? Alors oui, t'as l'après-match qui, bien sûr, ajoute du truc. Parce que forcément, bah, le match en lui-même, ça a donné... Bon, t'as dû avoir 4 minutes, 5 minutes, où t'as Ronda qui pète un câble et qui forcément... Mais 4 minutes 30. C'est-à-dire que même en ajoutant ça, t'arrives à peine à 8 minutes. Et moi, je me dis dans ma tête, en fait, les mecs, j'ai l'impression que Liv, c'est une championne. Elle est championne, c'est super. Mais t'as l'impression que t'as Liv, ils lui ont donné une ceinture, c'est génial, la vie est belle, mais aux dernières nouvelles, tu donnes pas 4 minutes 35 à un match comme ça. Que tu donnes à Bobby Lashley contre Theory, je me dis, ouais, bonne idée, parce que tu sais peut-être que Theory va avoir un spot l'heure plus tard, donc tu te dis, il faut qu'il s'économise. Le spectateur, il comprend ce truc-là. Mais pour quelqu'un comme Ronda contre Liv Morgan, tu sais qu'il n'y aura rien. Puisque de toute façon, ils ne vont pas aller intervenir pour le match entre Reigns et Brock Lesnar. Donc mon point de vue là-dessus, c'est que je suis étonné de la durée de cette rencontre. Moi, pour moi, c'est une vaste bêtise d'avoir fait un truc comme ça. Voilà. On va terminer maintenant avec le Last Man Standing match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Super match. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Super match. Le final était quand même un peu long. Où Brock se relève 4 fois d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était un poil long. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu des... C'était très intense. Voilà, combat très intense entre les deux. Il y a eu notamment beaucoup d'agressivité, beaucoup de force. F5 sur Polyman, monsieur. F5 sur Polyman. D'ailleurs, tu vois le pauvre Polyman qui s'accroche à Brock pour éviter de se prendre un coup. C'est pas mal. Les Usos qui sont bien intervenus. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un grand match. Franchement, c'était un grand match. Ils se sont battus partout. L'utilisation d'ailleurs de la tractopelle était vachement bien pensée. Parce que moi, je me suis dit... Putain, mais... Alors, au début, je me suis dit... Alors, pour info, hein, la manière dont Brock arrive, c'est tout simplement 90 avec Tonko Steve Austin qui arrive avec son camion bière et qui tire tout le monde. C'est pareil que, tout simplement, Kurt Angle qui arrive avec un nombre... qui balance du lait sur le ring. C'était la même chose, sauf que là, c'était un tractopelle. Donc, à partir du moment où il est arrivé avec un tractopelle, moi, je me suis dit, ouais, bon, ok, super. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut en faire, ce tractopelle? Il est là. Et là, tu vois,
Tu vois Brock qui refait rentrer, qui remet Roman à l'intérieur. Donc là, tu te dis, d'accord, qu'est-ce qu'il veut en faire? Et là, à ce moment-là, il le remet sur le ring. Alors par contre, moi, j'ai pas compris. Moi, au début, je me suis dit, il va par exemple essayer un truc de fou. Genre, il va reculer, il va lever Roman tout en haut, et tout simplement, il va le refaire basculer un peu ce qui pourrait arriver, tu vois. Genre, tu te dis un peu ce qui s'est passé avec au Survivor Series, je sais plus quelle année, je crois que c'est 2001 ou 2000, où tu as notamment Triple H qui a voulu renverser, et tu vois Stone Cold Steve Austin qui arrive, qui attrape la voiture de Roman, la voiture de Triple H, et qui la soulève pour la faire tourner. D'ailleurs, si ça avait été ça s'était terminé comme ça, j'aurais trouvé ça what the fuck. Je serais dit waouh. Sauf que là, à ce moment-là, les Usos peuvent intervenir en disant ah c'est chaud quand même parce que le mec il le fait grimper tout en haut. Hein. Alors, je sais pas combien ça vaut de la hauteur. Après, c'est pas très haut non plus. Mais tu imagines bien le mec il est tout en haut et tout. Tu peux créer un côté tragique. Mais là, bon, il le fait tomber. Et alors après, il soulève le ring. Il soulève le ring. Le mec il a soulevé le ring. Alors ça c'était très original. Je trouve bien aimé, j'ai pas aimé. Par contre, l'exécution est quand même un petit peu bizarre parce que de soulever un ring, ouais, bon, super. Moi, j'aurais préféré qu'il le soulève, mais en fait, en mode, les trois sont là. Moi, j'aurais préféré, tu vois, qu'il rentre dans ce ring, il fait attends, et qu'il le soulève avec Roman et tout ça, et qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Qu'ils leur arrive, comprennent pas ce qui leur arrive, que limite on détruit le ring dès le départ. Ça aurait été what the fuck. Tu te dis, mais il est taré, lui. Mais au final, voilà, moi j'ai trouvé que c'était. En tout cas, bon, après, là, là, je vais vous dire la vérité, hein, je chipote énormément pour ce match. C'était un super match. Voilà, c'était un super match. Franchement, j'ai adoré cette rencontre. Je l'ai trouvée très belle, je l'ai trouvée très intéressante. Je l'ai trouvée super intense. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une excellente situation. Et j'ai envie de vous dire, bah voilà, bravo. En tout cas, ça clôt un pay-per-view qui était bien fait. Bon, la conclusion de cette histoire, bah, j'ai envie de dire. À chaque fois, je vais poser la question, mais à chaque fois, je vais vous la répondre. Avons-nous vu la patte Triple H? Je pense qu'il y a des choses qu'on voit que Triple H est là. Par exemple, un truc tout bête, hein. On a le sentiment d'un truc tout bête. Il y a des trucs que Vince, on sent que Vince est encore là. Enfin, encore là. T'as les résidus de Vince. T'as les résidus de tir, mais t'as les résidus de Vince. Dans le sens où, par exemple, Vince, un exemple concret, c'est quand, par exemple, Vince McMahon, les petits trucs sur Pom-Pom Girl, les petites choses qui... Tu sens que c'est du Vince. Par exemple, quand tu vois les petites choses, tu vois notamment, par exemple, les spots un peu rigolos, avec notamment le truc avec Maxine Dupri ou Max Dupri. Tu vois notamment, par exemple, le match entre Pat McAfee et Happy Corbin. Tu aurais pu te dire que c'est le tu peux imaginer que c'est de la signature Vince, clairement. Tu vois notamment Theory contre Bobby Lashley. Tu sens que c'est un peu de la signature Vince. Il y a, comme qui dirait, genre par exemple, tu vois notamment certaines choses. Tu vois notamment la manière dont Theory réagit. Tu vois un peu que c'est du Vince. Il y a encore des choses. Par contre, on voit qu'il y a des choses aussi que Triple H a réussi à édulcorer. Par exemple, tu vois notamment les retours. Là, il a bien géré son retour. Le premier retour qu'il fait avec Yoshirai et Dakota Kai, elle est bien faite. Le main event est bien fait. Le fait que le match entre voilà, par exemple, le match entre les Mysterios et les Judgment Day, tu vois que c'est la signature Vince, encore une fois. Tu vois que ça, Vince, regardez à NXT, ils font pas ça. Hein. Ils font pas ça à un moment donné. Mais concrètement, tu vois notamment aussi, bon après les starifications, bon là Logan Paul, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a de la signature Vince dans certains points, mais il y a aussi de la qualité Triple H. Par exemple, enfin la signature Triple H, on va appeler ça comme ça, avec notamment les retours bien pensés, le last man standing match était bien fait. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui a été proposé. Est-ce que Triple H a changé des trucs ou pas? Parce que le Tractopelle ne me fait pas croire que le Tractopelle y a pensé la semaine dernière. À un moment donné, c'est qu'il a fait quelque chose. Le fait que voilà, il y a eu beaucoup d'intensité à la fin. Le fait qu'il revient tout le temps, qu'il se relève tout le temps. On sait l'amour que portait
Vince à Brock Lesnar, donc on s'imagine qu'il a voulu le mettre en avant. Le fait que voilà, le côté un peu, voilà, le match par équipe, voilà, c'est vraiment de la signature Triple H, où tu vois que ça commence à partir un peu en vrille. Le match entre Bianca Belair et Becky Lynch fait beaucoup penser notamment à Triple H. Donc les choses commencent à se mettre en place. On voit que ça fait une semaine, ça fait qu'une semaine qu'il est là, il va pas révolutionner le pays. Mais concrètement, j'ai trouvé que cette signature Vince, j'ai trouvé que c'était, elle commence petit à petit à se voir, elle est toujours là. De toute façon, il va y avoir des mois et des mois avant que Vince, enfin même des années avant que Vince soit dire que tout ce qui faisait Vince disparaisse. Je vais être honnête avec vous, n'attendez pas quelque chose de Triple H avant au moins WrestleMania. C'est ceux qui attendent à ce que ça soit littéralement un show de fou. Non, il faut attendre WrestleMania parce que je pense que déjà, de toute façon, il faudra conclure les rivalités qui sont en cours là. Ça va t'amener jusqu'à au moins automne, janvier. Et ça sera la Road to WrestleMania qui va te dire si concrètement on a oublié, enfin, la patte Vince McMahon est finie. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train petit à petit de finir l'année. C'est pas dans ces proportions-là que tu vas, c'est pas dans cette période-là que tu vas, entre guillemets, changer des choses. Certes, Triple H a rendu le show. Ça, c'est vrai que c'est. Ça, par exemple, je l'ai pas dit. J'ai trouvé que le show s'amenait plus facilement. C'est-à-dire qu'on avait quand même un match après, pour ainsi dire. Mais il y a encore des choses. Voilà, par exemple, l'intervention de Riddle. Ça, pour moi, je trouve ça pas utile. Je trouve que l'intervention de Drew McIntyre n'était pas utile aussi. J'ai l'impression que il y a des choses. Il va falloir va falloir travailler. Encore ça, je sais pas si c'est Triple H ou Vince. Ça, par contre, il faudrait que je discute. Mais ça se discute. Mais concrètement, voilà, je suis très perplexe par rapport à ça. Et honnêtement, voilà, tout simplement, euh, je suis quand même extrêmement fort. Bon, je vais arrêter cet effet saut de lumière dégueulasse parce que là, pour l'instant, vous voyez ma tête, mes lèvres bouger, mais c'est un peu honteux. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez bien sûr ne pas été d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous auriez préféré. Mais tout simplement, voilà. Juste pour information, on va essayer. Normalement, à 20h, je devrais faire le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Si je n'ai pas le temps de le regarder, je ne regarderai pas. Mais je pense que ce qu'on va faire, on va changer. On va tout simplement faire un petit bilan de la politique sportive du PSG, comme ça sera fait. On fera également d'autres émissions voilà, par rapport au mercato. On fera un point mercato pour ainsi dire, parce que la reprise de la Ligue 1 a lieu vendredi, on verra, samedi. On verra notamment qui a bien travaillé, qui a mal travaillé. On fera un point mercato, de ce que j'appelle chez moi un point mercato, avec notamment les bons élèves, les mauvais élèves pour ainsi dire, qui c'est qui sont armés, qui c'est qui n'est pas encore armé. Bien sûr, c'est ça qui a donné. On parlera de Baron Corbin, parce que j'en ai dit, on va parler de Baron Corbin. Et tout simplement, bien sûr, il y aura les shows de la WWE. Je regarderai sur Ric Flair d'ailleurs demain, si j'ai le temps, je regarderai le show de Ric Flair et je vais essayer de me dire, bah justement, est-ce que son retour était une bonne chose, pour ainsi dire, et si j'ai le temps, je regarderai aussi le reste du show. Allez, merci à vous tous en tout cas. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas aimé le show, mettez un pouce rouge. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce rouge. C'est le jeu, c'est comme ça, il faut accepter. En tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez tout simplement et partagez ça à vos amis. Ciao les amis!